Bonjour à tous. Avec fracas ou au contraire sans bruit, on voit des utilisateurs quitter le réseau social X, que ce soit des personnalités, des utilisateurs anonymes, des anciens fans finalement, ou même des entreprises, des organisations, des médias. On va parler de ce sujet aujourd'hui à la une de Smart Tech. On verra si c'est le début d'une chute pour ce réseau social, si c'est le début de nouvelles histoires pour d'autres réseaux sociaux. Est-ce que c'est un moment important où on peut faire émerger véritablement d'autres possibilités? On en parle avec deux experts tout à l'heure. Et puis, on aura aussi un regard sur l'économie numérique avec cette question. Google sans Chrome, qu'est-ce que ça changerait finalement? Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à un numéro de téléphone anti-fake news. C'est tout de suite 3 questions à. Vera, c'est un nouveau numéro de téléphone qu'on peut appeler pour vérifier des faits. Voilà, ça c'est notre actualité aujourd'hui pour ouvrir Smart Tech. Ça a été lancé il y a quelques jours en version bêta et pour en parler, j'accueille son cofondateur Florian Gauthier. Bonjour. Bonjour. Cofondateur de l'ONG La Réponse.tech puisque c'est l'ONG à l'origine de cette initiative. Alors comment ça marche ce numéro de téléphone pour vérifier des faits? C'est hyper simple. C'est un numéro de téléphone donc, qui est gratuit, qui est accessible par téléphone ou par WhatsApp et qui est connecté à une centaine de sites de fact-checking. Okay. Donc l'idée, c'est qu'on l'appelle, on pose une question, et là, il y a l'intelligence artificielle qui va aller chercher parmi ces sources de référence qui ont été sélectionnées par les comités d'experts pour vous donner une réponse en temps réel. D'accord. Donc reconnaissance vocale, ça veut dire qu'il faut utiliser un petit peu de technologie. Ensuite, aller chercher dans une base documentaire, j'imagine quand même assez large pour pouvoir répondre à l'ensemble des faits qu'on va vous présenter sur ce répondeur. Donc derrière, c'est quoi comme modèle? C'est OpenAI GPT-4. Ok. Pourquoi ce choix? Parce que ça marche bien. Mais en fait, c'est un choix, on avait déjà fait un des projets avec ça, et donc c'est un choix de simplicité. Okay. Et en fait, on n'est pas fermé à changer si jamais il le faut. Parce qu'on parle aussi des hallucinations de ces IA, et là, vous êtes sur une promesse de confiance, finalement. Comment est-ce qu'on crée cette confiance? Je pense qu'elle passe par plusieurs choses. D'une part, ce comité d'experts est tellement important, parce que c'est des gens, des chercheurs, des gens qui sont experts des informations, et qu'on a sélectionné une centaine de sources fiables. Donc en fait, Vera va jamais aller chercher n'importe où sur le site web, comme ChatGPT ou d'autres IA. Elle va vraiment se cantonner à une source, à des sources circonscrites. Donc on a une centaine de sources de fact-checking, et plus de 300 médias fiables. La confiance, elle part aussi du fait qu'il faut absolument avoir différentes opinions. Donc en fait, on va souvent donner plusieurs sources pour la même information. Si jamais il y a des lignes éditoriales qui sont de certains médias, l'idée c'est d'en proposer plusieurs. D'accord. Et la réponse se présente sous quelle forme? Une conversation. En fait, on peut poser une question comme on se parle aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des PFAS dans l'eau du robinet en France, par exemple? Et là, Vera va aller chercher une source et vous répondre immédiatement, soit par écrit sur WhatsApp, soit par téléphone. Alors, puisque vous partez avec un comité d'experts et une base de données vraiment fermée pour justement valider ces sources, ça veut dire que les thématiques au départ vont être un petit peu resserrées, j'imagine? Pas tant que ça, puisqu'en fait, on a déjà des sources dans plus de 80 pays. Donc en fait, il y a énormément de sources. Et les agences de fact-checking font un travail exceptionnel, donc il y a énormément de ressources. L'idée, c'est vraiment d'aller piocher partout pour avoir le maximum d'informations. En fait, aujourd'hui, on peut poser n'importe quel type de questions sur n'importe quel sujet. Et quelle est la difficulté principale avec les fake news quand on s'attaque à ce sujet de la désinformation? Je pense qu'il y a un enjeu très fort de réussir à faire une IA qui est capable de converser de manière simple et en respectant le point de vue des gens. Et je pense que c'est vraiment ce côté-là. Non, c'est faux. Non, vous avez tort, c'est une théorie du complot. Non, au contraire. Je pense que c'est normal aujourd'hui de tomber dans le piège de certaines fake news parce qu'en fait, c'est difficile de vérifier l'information. Et donc l'idée, c'est d'avoir un endroit qui soit accessible, mais surtout qui respecte ton point de vue et qui te pose des questions pour approfondir le sujet avec toi. Parce que la difficulté aussi, c'est de toucher les personnes qui, elles, sont déjà enfermées en fait, dans des croyances ou alors dans une négation totale finalement de la réalité. Ouais, complètement. Il y a une étude absolument incroyable. C'est une IA, donc ils ont fait une recherche auprès de 2500 personnes. Et l'idée, c'est qu'ils ont réussi, grâce à une IA conversationnelle, à faire baisser de 20% les croyances en théorie du complot. Donc c'est des gens vraiment où c'est plus fort que la croyance. C'est vraiment quelque chose qui font partie de leur personnalité finalement. Donc nous, on n'a pas pour ambition de faire en sorte que des gens qui pensent que la Terre est plate changent d'avis. En revanche, ce qu'on veut, c'est avoir un endroit simple, fiable et impartial où on peut vérifier l'information simplement. C'est la première étape. Et alors, puisque c'est disponible en version bêta, vous avez communiqué sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous avez des premiers appels, des premiers tests. Quels sont les sujets qui ont été abordés? C'est une bonne question. De tout. Beaucoup d'actualités. En fait, l'exemple n'était pas anodin. Est-ce que c'est vrai que l'eau du robinet est contaminée? Ça, c'est une question qu'on a reçue beaucoup. Est-ce que c'est vrai que les migrants mangent des chats et des chiens aux États-Unis? Une autre question qui est revenue énormément.
Donc Donc voilà. ça va aussi à l'international. C'est un des objectifs, j'imagine, aussi de Vera, Ask Vera. Complètement. Ouais. Non, l'idée de Vera, c'est bientôt d'être disponible dans toutes les langues. Là, on s'est cantonné au français parce que c'est plus facile pour nous de faire des tests. Mais voilà. Et alors, comme on est dans la confiance, j'ai parlé de l'ONG qui était derrière cette initiative. Vous avez cité un comité d'experts. On a besoin d'en savoir un petit peu plus sur la transparence. Il y a qui véritablement derrière? Qui finance? Parce que c'est un service gratuit. Ouais, c'est une bonne question. Donc on est une ONG, on n'est que des citoyens bénévoles. Qui finance, il n'y a pas longtemps, c'était encore ma carte bancaire sur les services. Aujourd'hui, on a eu la chance de gagner un concours organisé par 2 ONG, Think Young et Avoté. Et donc on a eu 5 000 €, donc ça nous permet de financer les coûts pour l'instant. Il n'y aura jamais de partenariats commerciaux. Je pense qu'on a un vrai enjeu de transparence. Donc on n'aura jamais de devoir de mettre une source sur une autre. On veut être complètement indépendant. C'est une initiative qui est citoyenne. Et d'ailleurs, toutes les sources utilisées sont entièrement disponibles sur le site en toute transparence. Ok. Alors, il faut taper quel numéro, en fait, pour interroger Vera? Ouais, donc le mieux, c'est d'aller sur le site askvera.org. Mais sinon, le numéro de téléphone, c'est le 09 74 99 12 95. Ok. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de noter, donc il faut aller sur le site. askvera.org. Voilà. Et peut-être qu'un jour, vous aurez un numéro court. Sûrement. Hein, on aimerait bien avoir un numéro vert. Ce serait peut-être plus pratique. Bon, merci beaucoup Florian Gauthier de nous avoir précisé comment fonctionnait ce nouveau service de vérification des faits, un service finalement avec lequel on peut converser. Merci encore. C'est l'heure de notre débat sur les départs de X. On continue donc à s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui s'y dit. Quitter X, mais pour aller où? Voilà, avec fracas, sans fracas, on voit des utilisateurs qui quittent le réseau social d'Elon Musk. Pour aller où? Est-ce que ça veut dire que Twitter X devient un réseau affaibli? Est-ce que c'est l'annonce peut-être d'une chute? Mais qui peut vraiment rivaliser aujourd'hui avec ce réseau social? Ça va être toutes ces questions qu'on va aborder avec mes experts aujourd'hui. Joseph Baudreau, bonjour. Bonjour Daphne. Vous êtes doctorant en civilisation des pays anglophones à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes impliqué aussi dans l'association Savoir Devenir, qui a pour vocation de redonner au public le pouvoir sur la vie médiatique et numérique. Et vous êtes un spécialiste de la vérification des faits. On en a parlé juste avant avec un nouveau service qui vient d'émerger. Vous vous intéressez donc à ce sujet de la désinformation, à l'économie aussi politique de la communication. Vous avez été chercheur principal du projet européen Erasmus+, Fact-Checking, qui a cartographié l'état des études sur la désinformation en Europe et a conçu un cours de formation en ligne. À côté de vous, Antoine Quétrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes anciennement numéro 1 de la cellule Data Analyse numérique de l'Élysée, spécialisé dans l'analyse des conversations et des données qui proviennent des réseaux sociaux, cofondateur du cabinet de conseil Licter qui aide les entreprises justement à exploiter toutes ces données sur les réseaux sociaux. Alors je voulais avoir déjà à tous les deux votre regard sur ces départs de X. On peut parler des médias avec Ouest France qui a vraiment été le premier groupe en France à cesser de publier sur le réseau social X, qui d'ailleurs affiche qu'il y a déjà eu une suspension, mais là c'est vraiment une décision définitive et nous dit Ouest France assez unanime en interne. On a aussi le groupe Sud-Ouest, voilà, avec l'ensemble des éditeurs qui a décidé là de suspendre la présence sur la plateforme X. À l'étranger, on peut parler du Guardian, de l'Avanguardia en Espagne. On a aussi des régions, des collectivités qui s'en vont, des entreprises. Est-ce que ça vous semble un mouvement massif, encore plus massif peut-être qu'au moment où Elon Musk a récupéré le réseau social Twitter ? Qui veut commencer? Moi, je pense que c'est significatif. Là, les institutions, il y a même des personnalités qui ont commencé à partir. C'est assez notable. Et je pense qu'on y reviendra. C'est peut-être le début d'une nouvelle phase dans ce départ-là. Après, de là à parler d'un départ massif, je pense que ça allait un peu trop vite. On est encore sur des volumes qui sont limités. Se pose vraiment la question de l'alternative. Moi, je pense qu'à date, on peut en parler. C'est quelque chose, mais de là à dire que c'est vraiment le jour et la nuit, je pense pas. Après, il y a beaucoup aussi de départs, je disais, sans bruit. Ce ne sont pas vraiment des départs, il n'y a pas de fermeture de compte, mais les utilisateurs ont décidé de moins publier. C'est presque un départ petit à petit, à petits pas. Qu'en pensez-vous, Joseph? Donc après les élections américaines, avec le rôle très, très visible aux côtés de Trump, pendant la campagne. Pendant la campagne et maintenant avec le département de l'efficacité. Avec Elon Musk, ce moment est
je crois, c'est le goût dans le lot qui a débordé le vase pour beaucoup de gens. Mais les problèmes avec X a commencé depuis longtemps avec l'ancien Twitter, depuis 2016. Donc maintenant, je crois que c'est la troisième vague, le troisième effort de sortir X, mais c'est plus fort que les autres deux. Donc, on verra. On verra, effectivement. Reporters sans frontières, quand même, déplore le départ des grands médias de cette plateforme. Il estime que c'est en fait le symptôme de l'échec des démocraties. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est vrai qu'à date, on entend beaucoup de critiques sur X en ce moment pour plein de raisons, mais c'est quand même un des réseaux sociaux qui est le plus utilisé en France, oui. Qui est hyper important dans les sphères journalistiques, politiques, économiques. Le fait que ces grands noms, que ces monuments partent, moi je suis pas sûr que ce soit tant que ça une bonne chose. Entre guillemets, c'est facile de partir, mais si derrière on perd ce lien avec ces gens-là, on perd cette connexion, c'est pas forcément pour le mieux. En tout cas, ça c'est ma théorie. Et le deuxième sujet, c'est que finalement, où est-ce qu'on va les retrouver ? Si on les retrouve de manière éclatée, on va pas retrouver le même tissu et la même cohérence d'ensemble qu'on avait, je pense, il y a de ça 4-5 ans sur Twitter, du coup. Donc à voir ce que ça va donner. Et ça, c'est une question d'ailleurs qu'on va aborder. Est-ce qu'il va y avoir justement l'alternative, vraiment une plateforme qui va émerger comme étant la nouvelle concurrente de X, ou un effritement et finalement effectivement une perte de poids de ces médias qui étaient présents très fortement sur X. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de quitter ou pas, quand on est un grand média, quitter ou pas X ? Je crois pour les médias, c'est une bonne idée. De partir ? De partir, pourquoi pas. Ou au moins créer le compte sur l'autre plateforme, comme Threads ou Mastodon. C'est pas un abandon finalement, un constat d'échec de la démocratie, comme nous dit Reporters sans frontières ? Le X, c'est un... Je n'ai pas compris Est-ce que le fait de Reporters sans frontières nous dit finalement que les médias quittent X, c'est un échec pour la démocratie ? Non. Donc on peut considérer que c'est une forme d'abandon aussi des utilisateurs qui sont sur la plateforme. On les laisse finalement entre eux, on les laisse immerger dans des informations qui seront plus celles des grands médias. Mais... C'est un choix. Oui, c'est un choix, mais c'est un choix de partir pour trouver un environnement plus ouvert pour l'information vraie, ou au moins pour les conversations vraies. Parce que X, c'est avec les règles d'engagement et par exemple l'agressivité des utilisateurs ou les algorithmes qui augmentent ou sont plus influentiels avec les gens qui payent pour le blue check. Donc, c'est absurde. Avant, les blue checks, c'était pour les médias ou les gens... La certification du compte, en fait. La coche bleue. Ouais. Et donc, c'était une autre chose. Mais maintenant, par exemple, je peux créer un business, je peux acheter un compte blue check, je peux créer le contenu avec ChatGPT, avec aucune entrée dans la vérité ou les choses comme ça, mais juste le clic, juste l'engagement. Et donc, ça, c'est la vérité de X maintenant. Pour autant, tous les trois, on continue à être sur cette plateforme, je le précise. Alors, plus ou moins activement. C'est vrai que moi, j'ai sans doute beaucoup ralenti. Joseph aussi, j'ai l'impression. Ouais, moi aussi. Oui, voilà. On en parlait juste avant en off. Il y a aussi un grand nombre de bots, un grand nombre de faux comptes qui nous suivent maintenant. Donc, l'intérêt se perd un peu, parfois. Et ce que présente l'algorithme aussi, quand on ouvre l'application, on voit qu'il y a une présence
permanente finalement des posts d'Elon Musk déjà. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, moi en tout cas, c'est ça qui arrive en premier. Alors, où vont justement les déçus de X? Qu'est-ce que vous entendez? Vous faites du social listening, vous écoutez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils vont où principalement? Ils vont chez Threads, chez Blue Sky, chez Mastodon? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a toutes ces options. Il y a les réseaux sociaux qui ressemblent vraiment sur la forme à Twitter, X. Donc on a Mastodon, Blue Sky. Anciennement, on avait un peu parlé. Le sujet là-dessus, je pense qu'il y a un sujet d'adoption en fait. Concrètement, la promesse technique c'est pas au niveau. Il y a des fonctionnalités techniques ou algorithmiques qui sont pas au niveau, moi je trouve, sur ces nouvelles plateformes. Et du coup, peut-être que une des possibilités qui est la plus réaliste, c'est que ces gens-là se divisent, qu'il y ait certaines sphères qui aillent sur ces réseaux de substitution, mais que d'autres partent sur LinkedIn, on parlait de Threads, partent dans des communautés un peu plus restreintes, sur des canaux de discussion. Alors, si on rentre un peu plus précisément quand même sur ces plateformes, sur les infos qu'on a aujourd'hui, donc Blue Sky, donc fondé par Jack Dorsey, qui est le fondateur historique de Twitter, qui annonce donc plus de 700 000 utilisateurs qui ont rejoint Blue Sky dans la semaine suivant l'élection de Donald Trump, avec un mode de fonctionnement qui est quand même complètement différent de ce qu'on trouve sur X. C'est ça qui est intéressant aussi, décentralisation, forte modération. Ouais. Dans quelque sens, Blue Sky, c'est comme l'ancien Twitter, mais avant 2016. Oui. Et pour Jack Dorsey, il a réalisé, comme j'ai expliqué avant, la première vague de 2016 a commencé avec toutes les augmentations des bots, les choses comme ça. Et il a réalisé que son vision originale pour les réseaux sociaux comme Twitter ne marche plus. Et il a vu avec ActivityPub, Mastodon, une idée de protocole où on peut, les utilisateurs, les créateurs de contenu peuvent vraiment garder leur propre contenu, leur propre compte, les suivants, abandonnés, et changer d'une autre plateforme. Et donc, pour Blue Sky, maintenant, ça semble comme l'ancien Twitter, mais en théorie, à la base, c'est le protocole. Donc, pas trop technique ici, mais juste l'idée que notre groupe peut créer une autre plateforme où je peux créer un compte sur l'autre plateforme, mais lire les choses sur Blue Sky quand même. Où je peux quitter Blue Sky. Est-ce que ça vous semble un rempart justement contre les dérives de X aujourd'hui, un rempart efficace? Est-ce que sur Blue Sky, on a un environnement plus serein, plus, je ne sais pas comment on pourrait dire d'ailleurs, avec moins de désinformation? Pour moi, je trouve, après l'élection, avec beaucoup plus d'utilisateurs, oui. C'est plus fun qu'avant, plus amusant qu'avant Blue Sky, parce qu'il y a beaucoup plus de créateurs, beaucoup plus des Américains. Donc ça, c'est notre chose, notre problème. Mais donc, vraiment, je peux regarder Blue Sky et c'est comme avant. Donc, c'est intéressant, beaucoup d'informations, intéressant conversations, les choses comme ça. La difficulté, c'est qu'il faut se recréer toute une communauté aussi. Ça, c'est... Oui. J'imagine pour les entreprises, avant de décider de quitter une plateforme aussi puissante que X, c'est un choix difficile à faire. Oui, c'est courageux ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est un peu le sens de l'histoire. Historiquement, il y a toujours eu... moi, je pense quand on me parle de ça, je pense souvent aux pages Facebook. Qu'est-ce que vaut aujourd'hui une page Facebook avec plusieurs millions d'abonnés? Finalement, pas grand-chose. Donc ça, c'est pas tant ça, à mon avis, le sujet. Même si, en effet, je vois bien dans des réunions internes d'entreprise, ça doit être dur de se dire, bah tiens, notre canal aujourd'hui, c'est X, on a X millions d'abonnés, repartir de zéro, à mon avis, forcément, c'est compliqué. Ouais, donc il faut mener les deux en parallèle. Je pense, ouais. Et Threads, c'est quand même aujourd'hui déjà une plateforme très puissante, puisqu'elle peut s'appuyer sur justement les abonnés Facebook, Instagram. On parle de plus de 275 millions, je crois, d'utilisateurs déjà qui sont inscrits sur
sur Threads. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui l'alternative la plus sérieuse? Pour moi, dans quelque sens. À tous les deux, ouais. Dans quelque sens, oui, parce que c'est une grande plateforme d'Instagram, de Meta, qui a créé une facilité pour les utilisateurs de créer des comptes. Voilà. Et en juillet dernier, ils ont annoncé qu'ils ont activé ActivityPub Protocol. Donc, par exemple, avec mon compte de Mastodon, je peux suivre les gens sur Threads. Donc, dans quelque sens, c'est le moment pour les créateurs, pour les annonceurs, pour les marques de luxe et des choses comme ça. Bien sûr, c'est gênant de recréer les communautés. Mais il y a un promet pour le futur avec ces protocoles de Blue Sky ou de ActivityPub, parce que si Threads devenir insupportable comme X maintenant, par exemple Smart Tech, vous pouvez créer un compte sur Threads, je peux suivre avec mon propre compte de Mastodon. Oui, ça c'est super intéressant. Si vous avez envie de quitter Threads, vous gardez abandonner votre communauté et pas. OK. Et donc, ça, c'est le sujet de l'interopérabilité. Il y a plus de pouvoir pour les gens qui créent la vraie source d'information entrée dans les plateformes. Parce que l'autre question, c'est si on est déjà puissant sur Instagram, ce que sont beaucoup de groupes déjà aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin en plus de basculer sur Threads finalement? C'est pas le même type de contenu qui va être posté. Je pense que pour aller toucher sur des sujets très chauds, très d'actualité, ou même incarner encore plus certaines thématiques, je pense que ça peut être une bonne option. Moi, je le vois, Threads, honnêtement, je le vois bien comme le réseau de substitution sur toutes les conversations un peu grand public qu'il y avait avant sur X. Je pense au sport, je pense les soirs de Ligue des Champions ou de Formule 1. Ce type de conversation, à mon avis, peut aller vers ce type de réseau. D'accord. Sur tout ce qui va être plus politique / économique, j'attends de voir. Honnêtement, je suis pas encore... Ça peut-être plutôt Blue Sky. En tout cas, il y a beaucoup de communication aujourd'hui. Alors, j'ai plus beaucoup de temps. J'avais 2 questions, mais enfin, est-ce que vous pensez que la manière dont X se transforme aujourd'hui peut causer sa perte? Est-ce qu'on en est là déjà? Avec une réponse courte, s'il vous plaît. Et deuxième question, c'était est-ce que ce qu'on appelle les troubles de l'information, vous appelez ça les troubles de l'information contemporains, Joseph, peuvent se calmer en basculant sur d'autres plateformes? Alors peut-être, Antoine, vous répondez à ma première question. Est-ce que ça peut causer sa perte aujourd'hui, cette transformation de X, selon vous? Très rapidement, honnêtement, X est à risque, c'est sûr. Rien qu'on regarde sa valorisation en bourse ou ces sujets, c'est clair. Moi, je pense tout simplement que c'est pas pour demain. C'est peut-être pour après-demain, c'est pas forcément pour demain. Joseph, est-ce qu'on peut calmer les troubles en basculant, en changeant de plateforme, ces troubles d'information contemporains? Je crois le changement qui est passé cette semaine avec les dévoting ou démissionner le lien qui sort de X. Les départs. C'est un problème parce que les créateurs de contenu, le média, ne peut pas laisser un lien sur le propre site. Donc, pourquoi utiliser X quand les autres... particulièrement dans ce moment-là où il y a beaucoup de mécontentement avec X. Donc, c'est un bon moment, je crois. Merci Joseph Baudreau. Je rappelle que vous êtes doctorant en civilisation des pays anglophones à l'université Sorbonne Nouvelle. Et merci Antoine Quétrine. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du cabinet de conseil Licter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
On termine cette édition avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris, et son regard sur l'économie numérique. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va traverser l'Atlantique pour s'intéresser au procès de Google aux États-Unis. Donc un premier jury du tribunal fédéral de Washington a déjà reconnu Google coupable de pratiques anticoncurrentielles dans la recherche sur Internet. La filiale du groupe Alphabet doit aussi répondre d'accusations d'abus de position dominante. Alors sans même attendre le jugement qui sera donné en 2025, le gouvernement réclame que Google se sépare de son navigateur Chrome. Quelles seraient les conséquences ? Séparer Chrome du moteur de recherche serait un coup très sévère porté à Google. Il faut bien voir que le navigateur et le moteur de recherche font corps sur le web, que ce soit sur votre mobile ou votre ordinateur, avec un tout-en-un qui est plutôt efficace et très fluide, puisqu'indifféremment, vous passez de l'un à l'autre, vous mettez vos favoris, vous retrouvez vos pages. C'est efficace pour l'utilisateur et lucratif pour Google, qui connaît parfaitement, j'allais dire, votre chemin de vie. On en sait plus et on vous retrouve mieux avec Google sur le web que le petit poussé avec les petits cailloux blancs qu'il a posés derrière lui. Et cette connaissance infime permet de mieux répondre à vos goûts et à ce que vous cherchez, notamment en matière publicitaire. Et c'est vrai que c'est une mine d'or. Il faut bien voir que 2 internautes sur 3 utilisent Google, ça fait 3 milliards de terriens pour un navigateur... Utilise Chrome, vous voulez dire. Exactement. Oui. Et un navigateur qui est né en 2008. À l'époque, le dominant, c'était Explorer de Microsoft, avec 60% de part de marché. Aujourd'hui, c'est 5%. Et les autres, vous les connaissez, c'est Safari sur Apple ou Firefox sur Mozilla. Autant dire que tous y voient une opportunité pour tenter de regagner un peu de poil de la bête. Oui, alors pour autant, céder Chrome, ça ne veut pas dire que c'est la fin de ce navigateur non plus. Non, bien sûr, mais c'est quand même lui retirer une puissance immédiate. C'est comme si on mettait des pédales sur votre voiture. Ça continue de rouler, mais un peu moins vite. Alors, on pourrait voir que Google va récupérer 15 milliards d'euros s'il devait être contraint et forcé de vendre Chrome. C'est une estimation de Bloomberg, mais ce n'est qu'une estimation parce qu'il n'y a pas beaucoup d'antécédents et d'outils de comparaison. Puis il faut bien voir qu'il y aura certainement peu d'acheteurs potentiels, d'autant plus qu'une fois que vous avez acheté le navigateur, il faut investir pour le maintenir à niveau. Et c'est là où Google a réussi l'exploit de faire fonctionner les synergies à fond, avec le moteur de recherche bien sûr, mais aussi les outils tels que la messagerie, Gmail, plus toute la suite Workplace, et YouTube, le réseau de vidéos. Et en plus, Google, avec son moteur, avec son navigateur, a imposé un standard dans les navigateurs et perdrait finalement cet avantage. C'est vrai que s'il y a une scission, je pense que le navigateur périclitera et les revenus de la recherche diminueront. C'est d'ailleurs le but recherché. Et pour les utilisateurs, qu'est-ce que ça changerait ? Comme disent les marketeurs, l'expérience client serait certainement moins nickel, Chrome, avec des retours arrière qui sont toujours difficiles. Il faut bien voir qu'on perdrait la synchronisation, par exemple, de ces données, et donc plus de difficultés, en quelque sorte, à naviguer. La fragmentation, ensuite, certainement ouvrirait à plus de diversité, à des nouveaux acteurs, même si on a vu que le ticket d'entrée est élevé. Et enfin, il faut voir qu'il y a des marchés émergents sur lesquels Chrome est préinstallé et donc dissocier le navigateur de la recherche du mobile Android compliquerait très certainement l'accès. On rappelle quand même que c'est une demande du gouvernement et non pas une décision. Hein. Oui, bien sûr. Le gouvernement qui va changer en janvier avec l'élection de Donald Trump. On a cru comprendre à travers les lignes qu'il n'était pas forcément favorable au démantèlement. Que fera-t-il ? Est-ce que le sort finalement de Google est entre les mains des bonnes grâces d'Elon Musk ? Rendez-vous en janvier. Merci beaucoup David Lacomblède, président de la Villa Numéris, et merci à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech. On peut se retrouver aussi en podcast, je vous le rappelle, mais je sais que vous êtes déjà nombreux. À très bientôt.